La succube extraterrestre prétend que mon arôme l'apaise et elle continue de prendre mes vêtements. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Le bourdonnement bas et régulier de l'avant-poste Epsilon 7 est devenu un son que les gens ont appris à ignorer. Dites-nous d'où vous le regardez maintenant dans la section des commentaires. Un martèlement inévitable qui finit par devenir aussi automatique que la respiration. James reconnut la cadence familière de ce bourdonnement comme le pouls de repos de la station. Le son était le travail répétitif et essentiel des systèmes de survie des conduits électriques et de l'air recyclé. En tant qu'indicateur positif que tout se déroulait selon le plan, la monotonie servait de monnaie pour la survie dans ce désert vide. Mais c'était précisément à cause de cette régularité que les petites ennuyeuses divergences se démarquaient comme une note égarée dans une composition par ailleurs impeccable. De petites choses qu'il avait d'abord attribuées à sa propre négligence avaient commencé à avoir un effet d'entraînement. Il y a seulement 2 semaines, il a remarqué qu'il manquait une paire de chaussettes de travail épaisses et isolées dans son panier à linge, le genre approuvé pour les EVA d'urgence. Son doigt était pointé vers l'unité de lavage notoirement erratique de la station, une machine massive et ancienne qui de temps en temps dévorait de petits morceaux de tissu avec une joie métallique tintinabulante. Après 1 semaine, un maillot de corps usé, devenu vieux et confortable, après des années d'utilisation, n'était toujours pas sorti de la machine à laver. Il fronça à nouveau les sourcils devant la machine et nota mentalement la nécessité de demander un remplacement, une entreprise qui impliquerait inévitablement 6 à 8 mois de paperasserie bureaucratique. Contrairement à avant, cette fois-ci, les choses étaient différentes. Cette fois, cela a touché de près. La tunique sans manches qui aimait un tissage synthétique robuste de couleur gris foncé avait disparu. Porter ce vêtement lui permettait de mieux se concentrer lorsqu'il traçait une minuscule fissure dans un conduit de plasma ou qu'il plongeait dans les rouages internes d'un moteur défectueux. Il remplissait son rôle, était confortable et d'une manière impalpable le représentait sur cette station impersonnelle et aseptisée. Il prévoyait de la porter lors du diagnostic qu'il devait effectuer sur le processeur atmosphérique secondaire, alors il l'avait laissé plier sur la petite étagère au-dessus de sa couchette. La tunique avait été prise pas perdue. Il a fouillé minutieusement ses quartiers spartiates exigus, y compris le seul casier de rangement, l'espace sous sa couchette, et la petite unité de récupération des déchets, tout en sachant que c'était interdit. Cette fois-ci, la machine à laver n'était pas suspecte, il ne restait donc que les 23 autres individus à bord d'Epsilon 7. Sans rien de valeur à prendre et nulle part où le vendre, l'idée d'un cambrioleur opérant sur la station semblait pratiquement comique. James avait une tolérance zéro pour l'inefficacité et ce crime était à la fois irrationnel et inefficace. Parce qu'il était tellement habitué à résoudre des problèmes mécaniques, son esprit a commencé à considérer cela comme un autre défaut du système qui nécessitait des données, une analyse et une solution rationnelle. La frustration s'est transformée en une résolution silencieuse et il a abandonné la chasse. Alors qu'il se dirigeait vers ses quartiers exigus, il rassembla l'équipement de diagnostic, les pièces de rechange et les projets personnels inachevés sur son établi. Il commença ensuite à assembler son piège. Une œuvre exquise d'ingénierie de base, elle avait ses origines à la fois dans la praticité et une frustration de longue date. Souder un microtransmetteur récupéré d'un drone télécommandé, cassé à un capteur de pression ordinaire qui était à peine plus grand que son ongle, était son processus méticuleux. Après avoir réglé le capteur pour détecter une perte de poids à peu près équivalente à quelques vêtements, il a connecté l'émetteur à sa tablette de données en utilisant une fréquence cryptée qu'il pouvait facilement mémoriser. L'ensemble du gadget était suffisamment petit pour se cacher sous le faux fond du bac à linge, un endroit improbable où quiconque soupçonnerait quelque chose d'anormal. Avant de placer la poubelle à l'entrée de ses quartiers, il y a mis quelques vêtements de travail délavés comme appât pour son cambrioleur imaginaire. Un sentiment de sombre contentement l'envahit alors que le piège était tendu. Enfin, l'énigme vexante s'était transformée en une équation. Une fois qu'il aurait ces données, il pourrait déterminer d'où venait le problème.
Bien que la tunique perdue restât un mystère non résolu pour lui, il continua son service avec sa concentration habituelle et calme. Le temps nécessaire pour le résoudre est désormais minimal. Les temps d'arrêt programmés dans le cycle sans fin de travail et de maintenance, le sommeil sur un avant-poste, était un événement bien orchestré. Des heures plus tôt, James s'était endormi au son familier de la berceuse de la station lorsqu'il entendit une douce et persistante sonnerie provenant de la tablette de données posée sur sa table de chevet. Il se réveilla en sursaut et attentif lorsque ses paupières s'ouvrirent dans l'obscurité presque totale de sa chambre. Une simple alerte textuelle s'affichait sur l'écran, émettant une douce lumière bleue qui illuminait le mur. À déplacer la pression du panier à linge. Pendant ce qui lui semblait une éternité, il ne fit rien d'autre qu'écouter le hall vide au-delà de sa porte, un hall qui était maintenant plein de possibilités. Il n'y avait aucun signe d'un criminel en fuite, ni le bruit de pas précipités, juste un bourdonnement constant. Il jeta ses jambes par-dessus le bord de la couchette, sentant le métal dur du pont sous ses pieds. Changer de pantalon et de chemise était son prochain mouvement. Silencieux et économe, il se déplaçait avec aisance. Il était calme. C'était plutôt un intérêt profond pour le domaine du travail. À la suite de son enquête, il avait un indice, quelques informations. L'étape suivante évidente était de mener une observation de première main. Dans le calme du cycle de sommeil prédéterminé de la station, le délicat sifflement des hydrauliques semblait anormalement fort lorsqu'il tourna la clé pour déverrouiller sa porte. Le long couloir cynique était désert, à l'exception de la faible lumière qui filtrait à travers les panneaux encastrés qui couraient sur toute la longueur du sol. L'homme vida son panier à linge. Aucune des fausses chemises ne restait. De nulle part, une certitude inexplicable l'envahit quant à sa destination. C'était un itinéraire inhabituel pour lui de prendre depuis ses logements dans le secteur de l'ingénierie jusqu'au laboratoire de xénobiologie. Un passage du domaine des systèmes mécaniques de la Grèce et de la prévisibilité à celui des énigmes biologiques et des formes de vie qui résistaient à une classification simple. Il avançait à un rythme tranquille, ses pas à peine audibles sur le sol inégal. La porte des pièces de l'exénobiologiste de la station Anita était légèrement entr'ouverte, laissant filtrer une mince bande de lumière ambrée douce dans le couloir faiblement éclairé, ce qu'il remarqua en s'approchant de la zone du laboratoire. Frapper était inutile. La porte glissa silencieusement vers l'intérieur lorsqu'il la poussa doucement. Il n'était pas préparé au scénario qui se déroulait à l'intérieur. Alors qu'elle se comportait normalement avec un air de certitude scientifique impassible, Anita semblait plus fragile et plus petite, recroquevillée sur sa couchette profondément endormie. Comme mécanisme de défense, son énorme queue noire, un membre qui soit se tortillait d'agacement, soit s'enroulait étroitement autour de son corps, maintenant pendait lâchement autour d'elle. Elle portait sa tunique, et dans la faible lumière, sa peau gris cendrée scintillait, et les délicates marques violettes qui couraient le long de ses bras et de ses joues pulsaient doucement, mais de manière complexe. Malgré le fait que le tissu gris foncé enveloppait sa silhouette mince jusqu'au plus profond de son être, elle semblait être complètement absorbée dans un calme profond et serein. De sa poitrine émanait un ronronnement doux et paisible, comme celui d'un petit moteur bien réglé. Pendant une minute entière, il resta immobile à l'entrée, absorbant la scène étrange qui se déroulait devant lui. Ce n'était pas un voleur ordinaire qui avait fait ça. Étrange et totalement différent, c'était quelque chose de complètement autre. Il fit un petit bruit, un raclement de gorge qui brisa le silence du ronronnement. Ses yeux ambrés brillants s'écarquillèrent de surprise en réalisant qu'elle avait été découverte. Elle se leva d'un mouvement élégant, les poings serrés sur le col de sa tunique, comme si elle allait le saisir. Une lumière plus forte et plus excitée accentuait les marques violettes sur sa peau et sa queue tressaillait de manière réflexe. La xénobiologue résidente de la station devint visiblement alarmée, voire paniquée pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Son attitude normalement calme avait disparu. « Ce n'est pas ce que tu crois.
murmura-t-elle, la voix à peine audible et le rythme professionnel et précis perdu dans ses mots. Croisé James appuya ses bras sur le cadre de la porte. Un manque inhabituel de colère l'envahit. Ce qui avait été son premier agacement s'était transformé en une profonde perplexité. Il n'y avait aucun criminel qui le regardait. Il contemplait un animal dans un état de vulnérabilité incroyable dont il ne pouvait pas comprendre la cause. Il laissa la pause s'allonger avant de parler, gardant lui-même une voix basse. « Fais attention. » Les yeux baissés vers sa tunique ample, Anita prit une longue inspiration frissonnante. Son explication qui sortit lentement au début était que les Xiariens avaient une manière très différente de percevoir le cosmos par rapport aux humains. Il y avait plus à être un empathe que simplement pouvoir se mettre à la place d'une autre personne. Il pouvait capter chaque onde biochimique et psychologique que toutes les créatures sensibles envoyaient dans l'univers à tout moment. Elle ne percevait pas l'avant-poste Epsilon 7 comme un lieu serein et organisé. L'environnement était un tourbillon incessant de force, un maelstrom mental. Le barrage constant des soucis de l'équipage, de la monotonie de l'isolement des secrets et des rêves qui s'évanouissent l'accablait. Elle était toujours agitée et ne pouvait trouver aucun moment de calme ou de concentration à cause du cri mental à faible volume qui ne disparaissait pas. C'était, avoua-t-elle, complètement épuisant, une sorte de surcharge sensorielle qui la maintenait constamment sur le qui-vive et complètement épuisée. Alors que ses yeux dorés s'embrumaient, elle décrivit comment son arôme était distinct. C'était sa signature biologique distincte, un mélange de composants de la salle des machines, une touche d'ozone provenant de son équipement et quelque chose d'entièrement différent, un courant sous-jacent de calme pragmatique et inébranlable qui lui était propre. L'arôme servait de tampon, une force stabilisatrice au milieu des énergies ambiantes tumultueuses de la station. Les autres signaux n'étaient pas seulement obscurcis. Cela lui faisait de la place comme une toile vierge pour qu'elle puisse se concentrer sur sa respiration et trouver son équilibre au milieu de la cacophonie. Avec toute la sincérité d'un pèlerin fatigué, elle admit que c'était un besoin humain fondamental, un mécanisme inné pour se protéger, pas différent du besoin de respirer qu'elle ne pouvait s'empêcher de satisfaire. James la regardait intensément pendant qu'elle continuait à tout expliquer. Il accorda à ses remarques la même considération détachée qu'il accorderait à un rapport médical détaillé. La raison donnée était si étrange qu'elle semblait irréelle. Pourtant, il n'y avait pas la moindre trace de malhonnêteté dans ses yeux brillants lorsqu'il la regardait. Tout ce qu'il pouvait distinguer, c'était un extrême épuisement et une demande sincère et profonde de sympathie. Les faits corroboraient son histoire, la lueur pulsante de ses marques, sa prise sur le tissu de sa tunique semblable à une bouée de sauvetage et le ronronnement fort et naturel qu'il avait entendu pendant son sommeil. Une réponse non orthodoxe à un problème biologique mais néanmoins sensé. Son expression s'adoucit en un sourire subtil, le premier signe de véritable amusement qu'il avait ressenti de toute la semaine. Il ne confrontait pas un criminel, mais plutôt une exigence mutualiste inhabituelle, et une opportunité de situation gagnant-gagnant se présentait chaque fois qu'il y avait une exigence. Son commentaire « d'accord » brisa le silence gênant dans la pièce. « Je comprends. Voici ce que nous allons faire, introduire une nouvelle règle. Tu es le bienvenu pour emprunter mes vêtements. » dit-il en faisant une pause pour laisser l'offre flotter. « Tu dois demander avant, par contre. » Il sourit et continua. « Plus de raids clandestins sur la lessive. » Il mentionna également que la queue d'Anita, qui était solidement enroulée à son côté, avait donné un coup d'espoir. « Tu me dois une. » Depuis le mois dernier, les régulateurs d'énergie du quadrant ouest agissent de manière mystérieuse. Je sais qu'ils sont sur le point de subir une défaillance en cascade, mais les outils de diagnostic indiquent qu'ils sont en bon état. Il semble que vous ayez une capacité innée à percevoir des choses que mes outils manquent. Au milieu de leur conversation, un pacte inhabituel et inattendu flottait dans l'air. La seule chose qui la calmait, il lui en fournissait un approvisionnement régulier.
De plus, il mettait la main sur un instrument de diagnostic plus sensible que tout ce qui se trouvait sur la station en échange. Tout dans la transaction était bien planifié et exécuté. Avec une brève expression d'étonnement suivie d'un soulagement accablant, Anita croisa son regard. « Je peux faire ça !» dit-elle, sa voix maintenant claire et confiante. Ils ont silencieusement modifié les marges de leur existence isolée en s'installant dans un rythme aussi calme et constant que le propre bourdonnement de la station. « Oui, je peux certainement faire ça. » Avant de commencer son quart de travail chaque jour, James accrochait un crochet discret au mur à l'extérieur de son logement et y suspendait une vieille chemise ou une tunique sans manches de la veille. Le processus de dépôt de fonds sur le compte de leur partenariat particulier était simple et intentionnel. Elle l'a récupéré à son insu. À son retour à la fin de son cycle, il trouverait le vêtement disparu, ayant disparu à l'intérieur du serein laboratoire de xénobiologie. Un niveau de productivité jusqu'alors inconnu émergea à sa place. Leur première réalisation commune fut les régulateurs du cadran ouest, une petite contrariété qui les agaçait depuis des mois. Il conduisit Anita dans la chambre de bourdonnement stérile du conduit d'alimentation secondaire, un endroit où elle n'était jamais allée auparavant. Sa queue se balançait doucement derrière elle, alors qu'elle restait immobile au milieu de la pièce, les yeux fermés, tandis qu'il effectuait ses diagnostics habituels, observant la ligne verte familière se déplacer sur sa tablette de données. Elle rompit finalement le silence gênant en pointant un certain boîtier de jonction, celui qui avait toujours passé tous ses tests. Alors que son front se plissait de concentration, elle avait mentionné que l'énergie ici se sentait mauvaise. La progression n'est pas linéaire. Il a la texture friable du vieux plastique qui est sur le point de se casser. Il avait éteint le relais et ouvert la boîte se fiant à son intuition inexplicable plutôt qu'à sa propre technologie éprouvée. Une fissure microscopique dans l'alimentation principale en liquide de refroidissement était dissimulée au milieu des circuits complexes, intouchés par ses scanners et imperceptibles à l'œil humain. La performance du système diminuait de manière constante, mais sûre. Elle a identifié le problème en quelques minutes, empêchant une défaillance en cascade désastreuse. Leur alliance devint le secret le mieux gardé de l'avant-poste. Ils sont devenus une équipe de maintenance inégalée grâce à ses connaissances mécaniques et à ses talents de détection exceptionnels. Un langage de regards et de petits mouvements s'est développé entre eux. Ils l'appelaient la sténographie. Ils étaient habiles à lire les champs d'énergie de l'un et l'autre. Ils pouvaient dire quand sa queue frétillait pour indiquer un changement de champ, et elle pouvait dire quand il était prêt à tenter une solution non orthodoxe et dangereuse en observant sa posture. Autrefois, son petit havre de métal et d'engrenage, la baie d'ingénierie, est maintenant un espace commun. Elle était une ancre dans le chaos contrôlé de son travail silencieuse et rassurante au milieu du vacarme des moteurs, et il attendait avec impatience sa présence. Son accomplissement était plus gratifiant que n'importe quel éloge formel, et il en vint à être fier du grognement profond et grondant qui s'échappait parfois de sa poitrine chaque fois qu'il réanimait une pièce d'équipement difficile. Il semble qu'Anita soit sortie de son nirvana scientifique. Elle le voyait travailler pendant de longues périodes. Alors que ses mains puissantes et habiles travaillaient avec une précision experte, il déchirait sans effort des boulons massifs ou des circuits délicats, la captivant avec une curiosité silencieuse dans ses yeux ambrés brillants. Tous deux ont commencé à ressentir différemment l'avant-poste, qui auparavant n'était rien de plus qu'un lieu de mission, un conteneur propre pour leurs responsabilités professionnelles. Les couloirs métalliques glacés ne semblaient plus aussi déserts et le bourdonnement constant ne paraissait plus aussi ennuyeux. Leur union silencieuse et en développement transformait lentement mais sûrement la zone en une maison partagée, une maison non limitée par les règles et les secteurs. Personne sur la station n'a manqué de remarquer ce petit mais significatif changement dans la dynamique sociale. Leur partenariat était observé avec une désapprobation croissante par le commandant Thorne, un homme dont le dos semblait être fait du même métal dur que les murs de la station.
Étant un gars qui avait grandi dans le système Thorne, valorisait les règles, les procédures et une hiérarchie établie. L'alliance non orthodoxe entre son chef mécanicien et l'extraterrestre résident de la station était trop trouble pour lui à supporter car il percevait le cosmos en termes de chaos et de noir et blanc. Au fond de lui, il détestait la Zilarion parce qu'il voyait son empathie accrue, non pas comme une qualité spéciale, mais comme une arme qui pourrait être utilisée contre lui, quelque chose qu'il ne pouvait ni voir ni comprendre. Dans son petit bureau immaculé, où tout était parfaitement carré, il appela James. James, les registres de maintenance ont été examinés. D'une voix froide et sans émotion, Thorne a commencé par dire à James de se tenir droit. L'industrie de l'ingénierie a connu une augmentation de 17% de son efficacité. C'est une amélioration fantastique. Il retint son souffle, laissant un silence s'installer. Cela semble également correspondre au temps que la xénobiologiste Anita passe dans votre atelier qui est interdit à toute personne non absolument nécessaire. Sans crainte de représailles, James croisa le regard de son supérieur. Son expertise a été cruciale pour identifier des problèmes systémiques qui ne sont pas détectés par les dépistages de routine. La bouche de Sir Thorne se crispa en une ligne. Les opinions des pairs sont une variable dont la valeur est incertaine. Aucun protocole opérationnel ne les aborde. En ce qui concerne les initiatives non sanctionnées impliquant une collaboration interespèces, les lois corporatives sont assez claires. Les articles sur la fraternisation ne sont pas différents. À quel jeu jouez-vous tous les deux? Quoi que ce soit, c'est fini maintenant. Restez détachés et professionnels en toutes circonstances. Tu comprends ça? C'était hors sujet. C'était une directive, une limite marquée dans les dunes. James fit un mouvement précis et contrôlé en hochant la tête. Pas de problème, monsieur. Parce que les pensées de Thorne étaient aussi scellées qu'une écoutille verrouillée sous vide, il était conscient qu'il serait impossible de débattre. La station a commencé à avoir de nouveaux problèmes, beaucoup plus sinistres, en même temps que l'enquête de Thorne devenait plus intense. Au début, il y avait de petits problèmes apparemment sans lien, le genre de choses qui peuvent arriver sur un ancien avant-poste. Pendant quelques minutes, le système de survie baissait d'0,1%, ce qui déclenchait une alarme de niveau jaune, jusqu'à ce qu'il se stabilise. Pendant les vérifications régulières, le réseau de communication à longue portée se dégradait soudainement en une rafale de statique sifflante qui se dissipait ensuite. Toujours à la recherche de la ligne de raisonnement officielle, Thorne ne perdit pas de temps à le faire. La station traversait actuellement une nébuleuse, une masse tourbillonnante de gaz ionisés et de radiation qu'il a désignée comme étant la cause. Il a déconseillé de prendre d'autres mesures et a signalé les niveaux anticipés d'interférences électromagnétiques au siège de la société. Cependant, James n'a trouvé aucune preuve pour étayer l'affirmation de Thorne lorsqu'il a effectué ses propres diagnostics approfondis. Le blindage de la station est resté à 100%. Les empreintes énergétiques des défauts ne correspondaient à aucun schéma reconnu de radiation naturelle. Il y avait un problème interne et non externe avec les systèmes. À la recherche du point de vue distinct d'Anita, il lui a présenté ses résultats. Il croyait que le tissu douillet et épais de son sweat à capuche l'aiderait à se concentrer, alors il le lui a offert. Elle l'enfila, prit une grande inspiration, puis ferma les yeux. Alors qu'elle connectait ses sens au réseau énergétique de la station, il remarqua la délicate pulsation des lignes violettes sur sa peau. Ses yeux, grands ouverts, trahissaient une conviction troublante lorsqu'elle les ouvrit enfin. L'énergie naturelle chaotique de la nébuleuse était bien différente de l'énergie qu'elle avait ressentie à la suite de ses échecs. « Il fait froid », murmura-t-elle, sa voix tendue par une peur inexplicable qui émanait d'elle. Le ton était froid et tranchant comme des éclats de verre brisés. James s'était délibéré et ciblé. Ce n'était pas un accident. Le mouvement nerveux de sa queue indiquait son agitation. Ses mots frappèrent la calme salle des machines comme un coup de poing renforçant la froide terreur qui grandissait dans son estomac. Ils n'avaient plus affaire à un commandant suspicieux. Ils affrontaient un ennemi caché, un fantôme, dans leur propre machine.
La baie d'ingénierie était remplie du verdict glaçant qui solidifiait les angoisses informes de James en une réalité nette et indéniable. Les anomalies aléatoires et les défaillances du système n'étaient pas l'entropie aléatoire d'une station vieillissante ou les caprices chaotiques d'une nébuleuse voisine. La déclaration de sabotage d'Anita flottait dans l'air. Ce n'était plus seulement une question d'excès bureaucratique, c'était une grave menace qui risquait de faire dérailler leur quête de la vérité. James pouvait sentir la main froide et calculatrice d'un adversaire parmi eux et l'ordre direct du commandant Thorne de mettre fin à leur coopération résonnait dans sa tête. L'ordre était une menace directe pour la station et ses habitants, et y obéir reviendrait à fermer les yeux tandis que se rebeller mettrait en péril leur carrière et provoquerait la colère considérable de Thorne. Aucune des deux options n'était vraiment un choix. Les deux seules personnes sur Epsilon 7 qui comprenaient la gravité de la menace étaient ces deux individus. Malgré leur anomalie en tant qu'outil de diagnostic non sanctionné et non officiel, le mécanicien qui se fiait à son instinct plutôt qu'à ses instruments et le xénobiologiste qui pouvait sentir la texture même de la malice dans le réseau énergétique de la station se retrouvèrent comme la seule véritable ligne de défense de l'avant-poste. Ils se comprenaient silencieusement et reconnaissèrent le chemin qu'ils devaient emprunter. Pour découvrir la vérité, leur enquête devrait passer au second plan, une opération secrète menée en secret pendant des moments de solitude et des discussions chuchotées à l'abri du regard vigilant de leur commandant. Leur enquête secrète a commencé dès ce cycle se fondant dans les heures vides, où tout le monde sur la station dormait ou était absorbé par ses tâches routinières. Ils glissaient à travers les couloirs métalliques comme des spectres. Parallèlement à la routine officielle de la station, il y a un contrepoint minutieux. Pendant son service, James comparait minutieusement les journaux de chaque défaillance du système, aussi petite soit-elle, pour reconstituer une chronologie compliquée des actions du saboteur. Il a créé une base de données cryptée sur sa tablette et a cartographié les incidents par rapport au schéma de la station à la recherche d'un motif, d'une connexion logique qui pourrait expliquer les attaques apparemment aléatoires. Dans les tunnels de maintenance moins fréquentés de la station où Anita et lui passèrent des nuits à écouter le grondement guttural des systèmes centraux, leur partenariat s'est cristallisé. Avant chaque session, il lui donnait l'un de ses sweats à capuche, le tissu épais servant d'ancrage tangible pour ses sens. Afin de se déconnecter du bruit psychique constant de l'équipage et de se concentrer sur la signature énergétique particulière froide et tranchante du sabotage, elle l'enfilait utilisant l'odeur familière comme tampon. Fermant les yeux et gardant une respiration régulière, elle étendrait ses sens, les guidant à travers le réseau complexe de conduits d'alimentation et de lignes de données. « Regarde ce panneau mural en particulier. Il est plus solide ici, » murmurait-elle. Comme le courant d'une rivière, la sensation glaciale se déplace de cette manière. Quand son raisonnement et les faits ne parvenaient pas à pointer dans la bonne direction, ses sens intervenaient pour offrir le vecteur intuitif. En utilisant son expertise technologique, il serait en mesure de déterminer quel système passait par ce conduit spécifique, réduisant ainsi le nombre de cibles possibles et leur fournissant une information supplémentaire. Il y avait une tension subtile qui imprégnait leur contact quotidien, résultat de la pression de leur emploi clandestin. Ils tenaient grâce au café, au peu de sommeil et à un sentiment commun d'urgence. Ils pouvaient sentir l'ombre de la détection, les suivre dans chaque couloir, un danger omniprésent. Ils étaient liés par une nouvelle force, une dépendance qui transcendait leur partenariat professionnel, car une interaction imprévue avec une patrouille de sécurité ou une question inattendue de Thorne pourrait faire dérailler toute leur enquête et les condamner à la prison. Ils se retrouvaient à la surveiller de près, reconnaissant les subtiles cernes sous ses yeux brillants. Il s'assurait qu'elle prenait des pauses, lui donnait un paquet de nutriments et ne la laissait pas partir tant qu'elle n'avait pas mangé. Elle a ensuite appris à reconnaître ses propres signaux de fatigue, les seulement un léger affaissement ou la raideur dans sa mâchoire. Son toucher doux
envoyait une vague de chaleur apaisante le parcourir, soulageant la tension musculaire lorsqu'elle posait une paume apaisante sur son bras. Leur barrière professionnelle tout au long de la journée se dissoudrait en une intimité, une proximité sans filtre dans les tunnels de maintenance étroits encerclés par le cœur de la station. Ils étaient deux cœurs solitaires, liés par un secret commun. Leur foi, l'un en l'autre, servait de roc dans un océan de doutes et de malhonnêteté. Leur travail d'une semaine a porté ses fruits, avec une percée, une lueur d'intuition parmi un déluge de chiffres obscurs. Le moment des pannes de communication que James étudiait avait toujours coïncidé avec un transfert de données planifié vers le siège de l'entreprise. Ce schéma était trop précis pour être une coïncidence, alors il hocha la tête en signe d'accord. Le saboteur ne faisait pas que semer le chaos. Isoler la station dans une bulle de silence soigneusement régulée était leur objectif, tout comme la capacité de la station à communiquer. Il partagea cette nouvelle information avec Anita lors de leur rendez-vous secret suivant dans un tunnel proche du principal réseau de communication. Dès qu'elle a tiré sur son sweatshirt et fermé les yeux, sa réaction a été rapide et forte. Avec les mains tendues et le bout des doigts effleurant un panneau anonyme sur le mur, elle déclara « C'est ici ». Sa voix était tendue de certitude en parlant. La froideur, ce n'est pas un courant ici. Il y a une source là-bas. La source du son se trouve à l'intérieur de ce mur même. Les motifs vibrants sur sa fourrure violette brillaient d'une luminosité intense et excitée et sa queue fouettait l'air derrière elle. James sentit une poussée d'adrénaline en récupérant un outil multifonction de sa ceinture et en commençant à desserrer les boulons qui maintenaient le panneau en place. La plaque de métal était lourde, alors il a dû se préparer à la soulever. Une fois détaché, il vit un enchevêtrement de câbles à fibres optiques et de relais de puissance, tous reflétant la faible lumière rythmique qui indiquait un fonctionnement normal. Quand il a d'abord regardé autour de lui, tout ce qu'il a pu voir était la structure complexe habituelle du principal centre de communication de la station. Cependant, Anita, les doigts tremblants, désigna un endroit au plus profond du câblage et souffla, disant « Là, je le sens ». James suivit son indication et dénuda un épais faisceau de câbles pour le révéler. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. C'était minuscule, de la taille de son poing noir mat, absorbant la lumière difficile à détecter, clairement pas une technologie standard d'entreprise. Sa forme était angulaire et étrange, et une seule lumière rouge d'apparence sinistre pulsait lentement sur sa surface. Un petit battement de cœur maléfique battait dans la station. Il ressentit un frisson de satisfaction froide en réalisant qu'ils avaient trouvé la source du sabotage, une pièce de matériel parasite qui interrompait de manière intermittente le flux d'énergie avec une précision chirurgicale, créant des défaillances suffisamment sophistiquées pour imiter parfaitement les défauts naturels du système. Alors qu'il tendait instinctivement la main vers sa tablette de données, des pensées tourbillonnaient dans sa tête sur la manière de documenter et de présenter cette preuve indéniable à Thorne. Un faisceau de lumière aveuglant jaillit soudainement de l'extrémité du couloir, les clouant contre le panneau ouvert et mettant en évidence les fils emmêlés. Leurs soupçons avaient été confirmés et leur enquête secrète risquée avait porté ses fruits. Le commandant Thorne se tenait grand et fier, accompagné de 2 agents de sécurité armés. James s'approcha le cœur lourd en reconnaissant la voix qui lui ordonnait de s'arrêter. « Arrête !» dit la voix, son ton froid et dur et désagréablement familier. L'expression d'un homme après avoir vu ses pires craintes se confirmait. Alors qu'il avançait, Thorne dit « Je le savais », sa voix trahissant sa victoire glaciale. Entrer dans un lieu restreint sans permission, manipulant le principal réseau de communication. Il pointait du doigt l'engin que James avait récemment découvert. Ça doit être ta création. Peut-être que vous vous préparez à transmettre un message à vos employeurs ou que vous êtes en train de poser une bombe. Ils ont été interrompus en pleine explication alors qu'ils essayaient frénétiquement de lui montrer le gadget extraterrestre et de lui expliquer qu'ils l'avaient découvert et non planté. Aucun son.
Avec une colère juste qui ne pouvait être contenue, Thorne laissa échapper un aboiement. « Le temps de votre petit numéro est terminé. Je vais vous mettre tous les deux en prison pour sabotage et espionnage. » Alors qu'il mettait rapidement et impersonnellement les mains de James derrière son dos, les gardes de sécurité sont intervenus. Alors qu'il se tournait pour regarder Anita, il vit que son visage était devenu pâle sous le choc et que ses yeux brillants étaient grands ouverts, remplis d'horreur et de stupeur. Tragiquement, leur victoire avait été de courte durée, ne durant que quelques secondes précieuses. Alors que le métal glacé des chaînes se resserrait autour de ses poignets, James réalisa qu'ils étaient tombés dans un piège prémédité. Dans la petite pièce aseptique, le son de la finalité totale résonna lorsque la lourde porte métallique de la cellule de détention se ferma avec un fracas qui pouvait être entendu par n'importe qui. Ils étaient coupés du reste de la station et piégés dans un cube de métal ancien et impitoyable lorsqu'une serrure magnétique cliqueta avec un bruit sourd, ferme et décisif. 2 couchettes métalliques plates qui se rabattaient depuis le mur et une unité intégrée de récupération de la taille constituaient l'ensemble de la cellule qui était un modèle de design utilitaire mais manquait de caractère et de confort. Une bande d'un blanc pur encastrée dans le plafond était la seule source d'éclairage. Les murs étaient d'un gris plat et non réfléchissant, et la lumière qu'elle produisait ne projetait ni ombre ni chaleur. Être soudainement et violemment rendu impuissant était plus torturant que la contrainte physique pour James, dont la vie était définie par l'activité et la réalité concrète des machines. Il bougeait et pensait comme une machine. Pire encore, il était confiné dans une boîte et ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre une conclusion prédéterminée. Il se déplaçait dans la pièce exiguë, 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Le mouvement était une libération inefficace pour la tempête de colère et de fureur qui bouillonnait en lui. Chaque fibre de son être le suppliait de faire quelque chose, n'importe quoi pour arranger les choses. Cependant, il n'avait aucun outil pour faire face au problème, une barrière métallique inamovible et la croyance inébranlable et erronée d'un commandant plutôt qu'eux. Avec la preuve tangible du sabotage en sa possession, il s'était dangereusement approché seulement pour que cela se retourne contre lui. Thorne n'avait pas fait attention. Il n'avait même pas considéré toutes les données objectivement. Parce qu'il était tellement lié au protocole, le saboteur a pu profiter de lui, car il n'avait vu que ce que son biais l'avait amené à croire. Assise sur le bord de l'une des couchettes, Anita affichait une posture anormalement calme, tout en montrant un geste protecteur avec sa queue étroitement enroulée autour de ses jambes. Elle trouvait toute cette situation étrange et bizarre comme une facette inversée de sa vie habituelle. Après avoir été dépouillée de tout, sauf des vestiges biologiques les plus fondamentaux, la cage de détention était étrangement silencieuse, en contraste frappant avec l'assaut tumultueux des forces environnementales auxquelles elle était habituée. Mais il n'y avait aucune tranquillité dans ce silence. Il y avait un calme complet et absolu comme dans un vide, et elle sentait qu'elle s'y enfonçait. La pire perte était l'arôme de James qui était devenu sa boussole. Sans cette encre, les légères craintes persistantes de leur emprisonnement s'amplifiaient et l'ambiance glaciale et stérilisée de la prison semblait lui soutirer sa vitalité jusqu'aux os.